Salut à tous, aujourd'hui on va créer notre propre moteur de step function custom, donc qui s'appelle Simple Step Function parce que c'est une version simplifiée quand même de ce que fait AWS, pas déconner. Et du coup pourquoi? Pour pouvoir héberger ça vous-même et être capable du coup d'héberger ça à moindre coût par rapport aux solutions existantes, que ce soit avec AWS Step Function ou encore Google Cloud Function. Voilà, on regarde ça maintenant. Alors juste avant qu'on commence, un petit historique de pourquoi on fait cette vidéo. Alors, en 2015, j'ai travaillé sur un projet client. Donc, c'était un loueur auto qui voulait créer une application pour gérer tout ça. Et comme son process changeait souvent pendant ses specs, puisqu'on faisait des réunions où on se rencontrait, il me faisait la spécification, il n'y avait pas réellement de cahier des charges. Et en fait, je me rendais compte que tout n'était pas forcément exhaustif à chaque fois qu'on se rencontrait. Donc, je me suis dit, tiens, pour m'éviter de refaire trop souvent le travail, on va essayer d'adapter l'outil de développement en fait, à ses besoins. Donc quand bien même son business évoluerait demain, il faudrait que je sois capable d'adapter tout ça assez rapidement et assez simplement. Donc en fait, j'avais créé un moteur de process qui fonctionne quand même assez proche de ce qu'on connaît aujourd'hui avec les step functions. Donc à l'époque que j'avais appelé Business Process Management. Mais bon, puisque je suis complètement nul en marketing, j'ai jamais réussi à revendre ce modèle existant et pourtant qui était fonctionnel, mais j'en ai pas fait grand-chose. Euh, bon, pour en parler quand même, comment ça fonctionnait à l'époque, j'avais utilisé CakePHP comme base. Donc CakePHP qui a un framework PHP assez simple, donc inspiré de Ruby on Rails, pour ceux qui connaissent, qui est quand même rempli de bonnes pratiques. Après, bon, le langage Ruby, il est ce qu'il est, ça plaît pas. C'est quand même très intéressant à regarder, notamment tous les outils de création rapide de tables en base, juste en spécifiant des modèles, donc avec les tools de scaffolding, Rake, donc pour le cas Ruby on Rails. Et du coup, CakePHP, qui s'inspirait beaucoup de Ruby on Rails, utilisait lui une base un peu similaire avec des tools de scaffolding qui s'appelaient Bake. Bon, on voit quand même le clin d'œil. Alors oui, les définitions de spec, ils étaient eux aussi en JSON, mais ce n'était pas un fichier comme aujourd'hui sur les step functions. Moi, j'avais créé à l'époque un truc splitté en plusieurs fichiers. Donc chaque étape finalement était un fichier JSON donc qui spécifiait comment devait se comporter le framework. Il y avait donc une notion de step. Donc, d'ailleurs, moi, il fallait les numéroter. C'était 1.json, 2.json, etc. Et tant qu'il trouvait pas, tant qu'il trouvait plutôt, il continuait à processer. Et si il ne trouvait plus de step, il s'arrêtait. Euh, alors oui, donc la petite nuance quand même comparé au step function qu'on connaît aujourd'hui, c'est que comme je m'appuyais sur PHP, mon moteur il était à la fois back et front. Alors comment ça à la fois back et front? Ça veut dire qu'en fait une step, je pouvais la définir en disant cette step là, il faudrait qu'elle me rende tel écran. Alors pour le rendu d'écran, j'avais quand même beaucoup de souplesse puisque je pouvais définir un modèle et être capable de déclarer un formulaire de ce modèle grâce à des plugins que j'avais codés qui étaient capables du coup de dire bah voilà, si je veux créer un formulaire utilisateur pour créer un nouveau compte, eh ben, il me faut un champ username, email, login, password, etc. etc. Automatiquement, sans avoir besoin de créer de vue. Et bien sûr, on avait aussi la souplesse de créer des custom views. Euh, on pouvait en fait faire pointer la step.json sur une vue directement et dire bah voilà, rends-moi cet écran. Et quand on validait le formulaire, ça passait automatiquement le résultat de ce formulaire, donc le post, à la step d'après. Donc c'était à la step d'après de faire les checks nécessaires pour pouvoir dire ok c'est bon ou bien non il manque quelque chose, retourne à la step d'avant. Et aussi back-end. Alors moi je m'appuyais sur la redirection de PHP tout simplement. Donc chaque étape redirigeait vers l'étape d'après et était capable de renvoyer vers la même étape si des conditions n'étaient pas satisfaites.
ou même créer des embranchements en fait, un peu comme le système de choice aujourd'hui en step function, on pouvait rediriger vers une étape totalement différente en fonction des cas dans lesquels on était. Voilà, mineur, majeur, voilà, un utilisateur mineur, il faut qu'on l'envoie là-bas d'abord. Un utilisateur majeur, on pourrait l'envoyer ici à la place. Enfin, voilà, on avait quand même cette possibilité. Et j'utilisais les sessions comme store de données pour pouvoir passer en fait les datas entre chaque redirection. Alors, il faut savoir que à l'époque, je crois que j'utilisais un combo de callback. Alors les callbacks sont très spéciales quand même en PHP, puisqu'on perd quand même la notion de variable globale déclarée au-dessus. En PHP, si vous faites une callback, vous n'avez aucune idée des variables déclarées avant, en fait, hein. Impossible de les récupérer depuis la callback, car peut-être exécuté par un autre thread, ce genre de choses. En tout cas, il n'y a pas de shared memory, vous perdez tout. Donc en fait, ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais tout injecté dans la session et que je récupérais de l'autre côté. Et qu'effectivement, il y avait un système de purge pour qu'au bout d'un moment, on vidait aussi un peu tout ce qu'on stockait. Alors aujourd'hui, petit passage en Node.js, parce que quand même le langage il est cool. On a les threads qu'on maîtrise, c'est-à-dire qu'on peut faire pop à la volée. PHP, on ne contrôle pas du tout la notion de thread. Oui, il est multithreadé de base, mais on ne sait pas comment il va se comporter. Est-ce qu'il va faire pop une thread ou pas? C'est lui qui décide en fait. Donc là, Node.js me donne un peu plus le pouvoir à ce niveau-là. Bon, la syntaxe, parce que c'est du JS, et la simplicité, voilà, les systèmes de fichiers séparés, le require, etc. Après, il ne faut pas rêver non plus, c'est pas non plus ce que propose AWS, qui est quand même beaucoup plus poussé, beaucoup plus complet. On va faire quelque chose de beaucoup plus simple de notre côté. Si vous voulez, en termes de type de step qu'on pourrait avoir sur de l'AWS Step Function, là on aurait les tasks, choice et parallèle dans notre cas. Et c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, j'y pense juste avant de commencer. Autre avantage que ça a de travailler du coup avec ce système de step function, finalement, c'est de découper le process de ce qu'on est en train de faire en plusieurs étapes. Je prends un exemple, le modèle traditionnel MVC, en fait, où on codait dans des contrôleurs des méthodes qui faisaient un ensemble de choses, par exemple create user. Dans le cas où on crée un utilisateur, on voulait que ça envoie un mail transactionnel pour lui dire merci de vous être inscrit, bienvenue, etc. Tout ça, c'était codé très souvent dans le contrôleur, dans la même fonction, la même méthode qui créait l'utilisateur. Du coup, on envoyait le mail dans la foulée. La plupart du temps, c'était soit dans la même fonction, soit c'était des hooks avec des after save, ce genre de choses. Et du coup, l'approche step function, elle est sympa parce que comme on découpe finalement la création d'email et qu'on le met d'un côté dans une fonction bien spécifique et tout ce qui est étape insertion dans la base de données avant, on pourrait réutiliser l'insertion dans la base de données dans un autre process où il faut créer un utilisateur aussi, mais sans mail transactionnel cette fois-ci, ou utiliser le mail justement à part dans un autre process. Donc en fait, ça permettrait finalement de prendre les briques et de les réutiliser de plein d'autres façons. Donc je trouve que c'est une approche très intéressante pour la réutilisation du code finalement. Alors voilà un peu comment ça se présente. Donc je disais c'est quelque chose d'assez basique avec des types task, choice, parallèle. J'ai essayé de mettre le minimum syndical quand même dans le README. Donc il y a pas mal d'exemples aussi dans le dossier jobs. Tous les jobs devront se retrouver là-dedans. Donc il va falloir créer des sous-dossiers dans le dossier job. Ici il y a des exemples de choice, des exemples de task, des exemples où il y a un timeout, des exemples où ça a planté parce qu'il y a un nested parallèle, des exemples de parallèle. Et un petit CLI du coup qui permettrait d'exécuter ça directement depuis le terminal. Donc là, si on laissait task, voilà. Donc voilà, ça c'est un des cas, on va regarder, très simple, très basique, où on retourne directement un result. Donc pas de resolver, pas de fonction particulière là-dedans, vu que chaque step passe le résultat à la step d'après. Dans le task 2, on a un exemple où on crée des fonctions.
Le resolver, donc la syntaxe, c'est le nom du job, donc le sous-dossier. Deux points, le nom du fichier, voilà, sans l'extension. Chaque step spécifie c'est quoi l'étape d'après. Et on peut effectivement passer le résultat, donc la payload retournée par chaque étape, à l'étape d'après. Donc là, si je retourne un objet dans lequel j'ai un champ random, function 2, il est capable de le consommer. Donc bah, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va incrémenter de 2 à l'étape d'après. Donc l'étape 1 c'est un random, l'étape 2 on fait plus 2, et l'étape 3 on fait moins 9. Et à chaque étape on écrit. Donc on devrait avoir un résultat cohérent si on refait plus 2, moins 9, plus 2, moins 9, etc. On va l'exécuter. Hop. Donc étape 1, 85, plus 2, 87, moins 9, 78. Et voilà. Ça marche quand même bien. On a des exemples de choice. Donc le choix, c'est de créer, voilà, c'est un embranchement. Donc j'ai créé une première étape qui dit qu'on va essayer de récupérer l'âge. Donc là c'est pareil, c'est un random je crois il me semble. Donc on fait un random de 1 à 30. Donc il retourne un âge compris entre 1 et 30 ans. Et on va vérifier, donc l'étape d'après, si c'est un adulte ou si c'est un mineur. Et en fonction des choix, on le passe dans une fonction ou dans une autre. Alors j'ai créé, c'est vrai que là j'ai remis des conditions en entier, donc avec un opérateur et tout. D'ailleurs les différents types d'opérateurs, il faudrait peut-être que je l'ajoute, je vais l'ajouter dans le readme. Donc je l'ajouterai entre temps dans le readme juste avant de poster. Mais vous avez la base, alors on peut le retrouver dans le code. Type, choice. Voilà, donc il y a égal, différent, donc égal avec le type. Inférieur, supérieur, inférieur, égal, supérieur, égal, isString, isNumber, isBoolean, isArray, isTrue, isFalse, isNull. Et on a aussi la possibilité d'inverser notre condition en mettant un note. Là, ça veut dire qu'on fait l'inverse du test en fait. C'est comme si on mettait un point d'exclamation avant la condition. Donc vous pouvez aussi utiliser ça. Alors je disais, ouais, c'est vrai que là j'ai tout redéclaré, mais normalement vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'ai fait un truc qui était quand même un peu plus simple. Donc vous avez un else true, donc qui dit que bah, si jamais ce qui est avant, bah, on n'est jamais rentré dans une de ces conditions, on n'a jamais validé, du coup else true, ça veut dire qu'on prend tout le reste et on passe à la next is minor. Voilà. Donc c'est aussi possible, hein, ça veut dire qu'on fait sauter ces trois lignes là, si on fait en else true. Donc je vais laisser quand même comme il était. On a les choices, on va les exécuter, tiens. Tac. Alors, forcément il n'existe pas, choice 1, oui. Donc, on a récupéré un âge random et on a dit que c'était un mineur parce que bah, âge 17, forcément. Donc voilà, il a bien fait la redirection. On va le réexécuter. Âge random, c'est un adulte. Donc âge 29. Donc oui. Voilà. On va exécuter le choice. Alors là, ici, on va récupérer un âge compris entre 1 et 40 et on va se donner 50% de chance que ce soit un conducteur. Donc on va dire que ben, si jamais CamDrive est supérieur à 50, puisqu'on a généré un chiffre entre 1 et 100, donc un nombre entre 1 et 100, si c'est supérieur à 50, supérieur ou égal, donc on va dire qu'il peut conduire. Donc ce driver licence, il sera égal à true si âge est supérieur à 18 et qu'un drive est supérieur à 50. Donc là, dans notre cas, bah, isDriver. Donc voilà, isDriver at 32 years old. On va le réexécuter. IsNotDriver. À 1 an, c'est difficile de conduire. Voilà. Et enfin, les parallèles. Alors, les parallèles, pour les déclarer, il faut créer des branches donc, qui vont s'exécuter en même temps. Tout ce qu'on déclare dans l'array branche va s'exécuter au même moment.
donc toujours résolveur sous dossier, fichier, donc sans extension. Alors j'ai mis des tasks, mais je pense qu'on peut les faire fonctionner aussi avec des choices, j'ai pas testé. Pire, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à faire pour les faire marcher, mais je pense que ça peut fonctionner comme ça. Et du coup, vous remarquerez qu'il n'y a pas de next dans chaque state. C'est un choix, j'en ai pas mis en fait. Juste j'exécute les deux au même moment et le result. Donc next c'est result. Alors j'ai pas non plus fait passer de payload. Alors oui, là comme on est dans un cas assez particulier avec des threads, j'ai pas fait passer la payload à l'étape d'après. J'imagine qu'il n'y a pas forcément énormément de choses à faire pour pouvoir le faire, mais j'ai pas encore réfléchi à comment ça pourrait être sous forme de ray. Mais le problème c'est que si on part sur quelque chose d'un peu plus complexe avec des autres sous-étapes, il faudrait prendre le dernier résultat et remplacer finalement tout ce qu'il y a eu avant. Mais bon, je sais pas. En gros, il faudrait que je réfléchisse encore un peu à comment on pourrait le faire, mais c'est possible. Donc on va exécuter celui-là. Donc il y a un A et un B qui s'exécutent en même temps. Donc c'est toujours des randoms A et B. Et le result, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va les additionner. Donc on va le faire parallèle sur 1. Voilà, donc le A 3, le B 88, donc 91. Voilà, c'est bien ça. Et enfin, notre parallèle 02, du coup, qui est toujours un modèle de parallèle, avec cette fois-ci deux branches, mais une avec des sous-étapes. Alors, les deux branches, c'est toujours les mêmes que celles d'avant, du parallèle 0,1. Donc, A qui génère un random, B qui génère un random. Par contre, on va l'écrire dans b.hold, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le résultat de B va être renvoyé à un choice, add or sub. Si le résultat de B est supérieur à 50, on va faire un sub, donc on va soustraire quelque chose. S'il est inférieur à 50, on va additionner avec quelque chose. Donc le nouveau B, ce sera le résultat du sub ou du add. Et on va additionner A et B, donc le résultat, pour obtenir result.text. Donc on va exécuter ça. Voilà, alors il a généré A 45, hold B, donc 29 inférieur à 50, ça voudrait dire qu'en fait on va additionner avec quelque chose, donc 32, donc on additionne avec 3 qui était le random généré par add, et le result, donc c'est 45 plus 32, donc 77, voilà. Donc c'est tout pour les exemples. Le code il fonctionne sur une base petite, hein. C'est quelque chose qui est assez simple. C'est une fonction appelée de manière récursive. Je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer en détail comment ça fonctionne, mais en gros, si on voit qu'il y a encore des étapes après, on continue de rappeler la fonction, quoi. C'est une fonction récursive tout simplement. Et on passe le résultat de l'exécution d'avant à la prochaine exécution. C'est un peu comme ça que ça a été fait. La notion de thread, bien sûr, puisque Node nous permet de créer des child process. Donc on va faire fork pour faire pop des threads et du coup chaque thread va exécuter son job et retourner le résultat avant de faire un process exit. Donc techniquement, si on devait loguer chaque PID de chaque exécution, à chaque step on aurait des PID différents. Ça voudrait dire que ça a été processé par des threads séparés. Alors, il faut savoir que absolument tout, même les simple tasks, c'est aussi des threads, c'est juste que c'est exécuté de manière synchrone, c'est-à-dire qu'on attend qu'une thread soit terminée avant d'exécuter celle d'après, et dans le cas parallèle, les deux ont été exécutés au même moment en fait. C'est juste ça la nuance entre les deux. Voilà, donc je vous propose maintenant de retrouver un timelapse de quand ça a été développé, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.